Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. On a tous déjà ressenti ça, je pense. Oui, Cette impression un peu vague d'avoir laissé quelque chose derrière nous. Une passion, peut-être une activité qui nous faisait vibrer, mais qui s'est un peu perdue. dilué, oui. Voilà, diluée dans le quotidien, les obligations, le stress ou juste le manque de temps parfois. Tout à fait. Aujourd'hui, en s'appuyant sur pas mal de sources intéressantes, on va explorer une idée. Une idée assez forte en fait. Renouer avec ses passions oubliées, c'est pas juste un petit plus pour le moral. Non, c'est plus que ça. C'est souvent essentiel pour retrouver de l'énergie, du sens, un vrai bien-être en quelque sorte, comme une petite flamme intérieure qu'on rallumerait. C'est une belle image. Donc notre but ici, c'est de décortiquer un peu, à travers ces différentes lectures, comment on peut redécouvrir ses passions et leur refaire une place, pour une vie, disons, plus alignée. Et c'est vrai que cette perte de connexion, c'est quelque chose de très très courant. Il y a même une étude de la Harvard Business School qui a mis des chiffres dessus. Ah oui, C'est- choqué. Oui, alors pour 38% des personnes qu'ils ont interrogées, l'abandon d'une passion, c'est lié à des contraintes financières ou familiales. Classique, j'imagine. Voilà. Pour 32%, c'est parce que l'activité devient trop difficile, ça décourage. La courbe d'apprentissage peut être rude. C'est ça. Et puis 18% qui admettent simplement avoir perdu l'intérêt du début. Ça montre bien que c'est pas forcément un échec perso. Non, c'est clair. C'est souvent la vie qui... C'est une adaptation, oui, parfois subie aux circonstances, et on le voit bien dans les témoignages qu'on a pu lire. Comme par exemple... Pense à David R. Smith, ce scientifique. Sa passion pour la recherche, elle s'est vraiment affaiblie après un diagnostic de cancer. Et en plus, l'isolement du Covid-19 n'a rien arrangé. Oui, un coup dur. Ou encore Nina Amir, l'auteur, elle explique s'être un peu coupée de ses passions, l'écriture, la spiritualité, comme un réflexe en fait, pour se protéger émotionnellement. D'accord, je vois. Donc ces exemples, ça montre que ça arrive souvent. Mais, et c'est ça le plus important, c'est souvent pas définitif. On peut rebondir. Tout à fait. Et se reconnecter, justement, ça apporte bien plus que de retrouver un simple hobby. Les bénéfices y touchent vraiment à notre équilibre psychologique profond. Oui, c'est ça. La recherche de Harvard dont tu parlais, elle souligne bien que la façon dont on gère nos passions, savoir continuer, mais aussi savoir arrêter sainement, c'est important aussi, ça a un impact direct sur notre bien-être. Ça aide à éviter la détresse émotionnelle. Et il y a une autre étude, du PMC, c'est une grosse base de données d'articles scientifiques qui va dans le même sens. D'accord. Elle dit que cultiver une passion, même avec une vie pro très prenante, eh bien ça protège contre le burn-out. C'est pas rien comme source de résilience. Non, c'est clair. Et ce qui est vraiment frappant, c'est le potentiel de transformation que ça peut avoir. Ah oui, L'histoire de la médecin urgentiste racontée dans Psychology Today, elle est assez incroyable. Elle était au bord du burn-out, complètement vidée par son travail, j'imagine la pression. et puis, un peu par hasard, elle renoue avec la danse flamenco. C'était une passion d'enfance. Et alors ? L'effet a été profond. C'était pas juste un petit regain d'énergie ou de joie passagère, non, ça a vraiment changé sa trajectoire de vie. Carrément ? Oui, elle est devenue coach, auteure, elle a trouvé un nouvel équilibre tout en continuant son métier à l'hôpital. Ça montre bien comment raviver une passion peut déclencher un changement beaucoup plus large et très positif. C'est hyper encourageant comme perspective. Mais alors, concrètement, on commence par où, si on veut entamer ce cheminement ? Les différentes sources qu'on a analysées, elles semblent converger vers un processus en 3 grandes étapes. D'accord ? D'abord, un temps d'introspection, pour se souvenir, faire le point. Ensuite, une phase d'expérimentation pour réveiller un peu la curiosité. Logique ? Et enfin, une intégration progressive, pour que ça tienne dans la durée, quoi. Ok, 3 étapes. Introspection, expérimentation, intégration. Alors, plongeons dans la première, l'introspection. Tu disais 1 ou 2 semaines pour ça ? Oui, c'est une bonne base de départ. L'idée de départ, si je comprends bien, elle est assez simple. On regarde un peu en arrière, Médoucine suggère un exercice tout bête, on se pose au calme et on liste. Voilà. Les activités, les jeux, les trucs qui nous plaisaient quand on était plus jeune, enfant, ado. Le tout, c'est de le faire sans se juger, sans penser « Ah, mais ça, c'est plus possible aujourd'hui ». Exactement, sans filtre. Nina Amir, elle, propose une méthode un peu plus structurée. Découper sa vie par tranche d'âge, de 7 ans, 8-14 ans, etc. Ah, intéressant. Arrêtez. Manque de temps, découragement. Oui, ou autre chose. Avoir cette lucidité, ça aide pour la suite. Et franchement, prendre quelques minutes par jour pendant 1 semaine, ça peut déjà faire remonter pas mal de souvenirs.
Et pour aller peut-être un peu plus loin que la simple liste, il y a des outils plus immersifs qui peuvent aider. Comme quoi, par exemple? La visualisation ou la méditation guidée. L'idée, c'est de créer un espace mental plus tranquille. D'accord. Créative, on en entend parler parfois. C'est ça? Oui, c'est un peu ça. Popularisé par des gens comme Tony Robbins. Le principe est simple, mais puissant. On se représente mentalement une activité, une situation désirée, avec le plus de détails sensoriels possible. Pour que ça devienne presque réel dans la tête. Exactement. Pour que ça devienne une vraie source de motivation. On pourrait imaginer une petite routine inspirée de ce que dit Brendon Burchard. 10 minutes de calme chaque jour. Ok. Noter 3 trucs du passé qui nous enthousiasmaient vraiment. Et puis, se visualiser en train de les faire en se concentrant sur les sensations agréables. Et ça sur 1 ou 2 semaines? Oui, en faisant ça régulièrement, souvent il y a des thèmes qui ressortent. Des pistes sur ce qui nous attire vraiment au fond. D'accord. Donc après cette phase d'exploration intérieure, on se retrouve peut-être avec une liste de souvenirs, d'envies. Potentiel. Oui. La question logique après, c'est est-ce qu'il faut tout essayer de reprendre ou est-ce qu'il faut faire un tri? Ben oui, c'est là qu'il faut être honnête avec soi-même. Raviver ou laisser partir. La recherche de Harvard, encore elle, est intéressante là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait la distinction entre une passion vraiment épuisée et une passion juste en pause. Ah, la nuance est importante. Oui. Il donne l'exemple d'un étudiant en médecine qui avait une activité à côté, mais son désintérêt était total, définitif. Pour lui, arrêter, c'était la meilleure chose. Ok, un abandon sain. Voilà. Et à l'inverse, il parle d'une journaliste qui avait quitté son métier par culpabilité. Mais en y repensant, elle a compris que c'était les conditions de travail qui l'avaient usée, pas le métier lui-même. Et donc, elle a pu adapter. Exactement. En adaptant sa façon de faire, elle a renoué avec sa passion et son bien-être. Donc pour faire ce tri, on peut se poser quelques questions. Du genre. Est-ce que quand j'y pense, ça provoque encore une petite étincelle de joie? Est-ce que mon désintérêt d'avant, c'était à cause de trucs externes, temporaires, fatigue, stress? Et est-ce que je peux imaginer une version de cette passion qui colle à ma vie d'aujourd'hui? Prendre quelques jours pour réfléchir à ça pour chaque piste, ça aide à y voir plus clair. Et c'est là qu'on passe à l'action, j'imagine. L'étape 2, l'expérimentation. Oui, ça devient plus concret. On peut y consacrer 2 à 4 semaines. L'idée principale ici, si j'ai bien suivi, c'est d'oser, d'essayer, de tester, pour réveiller la curiosité. C'est tout à fait ça. Psychology Today insiste beaucoup là-dessus. Aborder cette phase sans pression de résultat. Faut pas se dire « il faut que je trouve la passion ». Plutôt retrouver un esprit d'explorateur. Oui, un peu comme un enfant qui découvre, juste pour le plaisir. Pense à la médecin urgentiste dont on parlait. Oui, avec le flamenco. Elle ne cherchait pas activement le flamenco. Elle a vu des danseurs de salsa, ça l'a intriguée. Elle s'est inscrite à un cours, juste par curiosité. Et c'est ce détour qui a rallumé l'ancienne flamme. Comme quoi, faut rester ouvert. Exactement. Tiny Buddha dit la même chose. Aborder l'expérimentation, l'esprit ouvert, sans être obsédé par le résultat. Le but, c'est de réapprendre à être curieux, à se laisser surprendre. Et concrètement, on fait quoi? On essaye plein de trucs au hasard. On peut se fixer un petit objectif, genre essayer 1 ou 2 nouvelles choses par semaine pendant 15 jours. Ça peut être quoi? Suivre un tuto en ligne, aller à une conférence, emprunter un livre sur un sujet qu'on ne connaît pas, visiter un endroit inspirant, peu importe. L'essentiel, c'est de noter après, sans jugement, qu'est-ce qui m'a plu, surpris, qu'est-ce qui a suscité de l'enthousiasme ou au contraire de l'ennui. Et une dimension qui peut vraiment aider dans cette phase d'exploration, c'est le groupe. Se connecter avec d'autres qui partagent un intérêt. Ah oui, l'effet d'entraînement. C'est ça. Caprotraite le souligne bien. L'environnement d'un groupe, que ce soit en vrai ou en ligne, ça motive, ça crée une dynamique. Et avec Internet aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des groupes. Ah ben oui, c'est une ressource incroyable. On trouve plein de sessions en ligne pour s'initier ou renouer avec des hobbies. Peinture, dessin, écriture, c'est très flexible. T'as un exemple? Imaginons une certaine Marie, 35 ans. Un peu hésitante, elle rejoint un club photo en ligne. Elle partage ses photos, reçoit des retours sympas, participe à des petits défis. Et ça la relance? Oui, ça ravive son plaisir de photographier, un truc qu'elle avait mis de côté. L'échange avec d'autres passionnés, ça nourrit son propre élan. Il y a plein de communautés, forums, groupes Facebook, cours interactifs. Donc on pourrait se donner 1 ou 2 semaines pour trouver un groupe qui nous plaît? Oui, regardez un peu comment ça fonctionne, puis oser participer pour voir si l'énergie du groupe nous porte.
Explorer, essayer des choses, se connecter avec d'autres, c'est une bonne base. Mais certaines sources parlent aussi de relier sa passion à quelque chose de plus grand. Un but, un sens. Est-ce que ça ne risque pas de remettre une pression qu'on essayait justement d'enlever? C'est une excellente question. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Il ne s'agit pas forcément de se transformer en Mère Teresa ou de sauver le monde avec son tricot, hein. D'accord, je préfère. C'est plutôt trouver une résonance plus profonde. Les approches comme Vivez votre vision ou Tony Robbins suggèrent que quand ce qui nous intéresse est aligné avec nos valeurs ou quand ça peut avoir un impact positif, même petit, sur les autres, Oui, bien notre engagement devient plus fort, plus résistant face aux difficultés ou à la démotivation passagère. comme l'exemple du scientifique. Exactement, David R. Smith. Face à la maladie, son regard sur son travail a changé. Il a vu la valeur des relations humaines liées à ses recherches. Il a vu son travail comme une contribution au bien-être des autres. Et ça lui a donné un nouveau souffle. Oui, un moteur puissant pour continuer malgré tout. Donc, sans se lancer dans un grand exercice de mission de vie, on peut juste se demander en quoi cette activité me permet d'exprimer qui je suis. Mes valeurs, la créativité, le partage, l'apprentissage. Quel impact positif, même minime, ça peut avoir autour de moi. Réfléchir à ça une petite semaine, ça peut ancrer la passion plus solidement, sans forcément ajouter une pression folle. D'accord. Donc on a identifié, on a exploré, on a peut-être trouvé un sens plus profond. Comment on fait pour que ça dure? Pour que ça ne retombe pas comme un soufflet après quelques semaines? C'est l'étape 3, l'intégration progressive. C'est ça. Et elle peut prendre 4 à 8 semaines. La clé ici, c'est la douceur et la régularité. Pas d'objectif trop ambitieux donc. Surtout pas. Psychology Today met vraiment en garde contre ça. Ça mène souvent au découragement. Mieux vaut viser des petits pas constants. Créer un cercle vertueux. Les fameuses micro-habitudes. Exactement, un concept cher à Brendon Burchard. Transformer une grosse aspiration « je veux écrire plus » en une action minuscule et facile chaque jour, écrire une phrase. Une seule phrase. Oui, pour commencer. L'idée, c'est que ce soit tellement facile que ce soit impossible de ne pas le faire. Nina Amir l'a fait pour la lecture. Un programme perso, ok, mais en commençant par lire juste un peu chaque jour et en se félicitant à chaque livre terminé. Et c'est rentré dans sa routine. Voilà, concrètement, ça pourrait être un micro-engagement quotidien, 5 à 15 minutes, pas plus, pour que ça paraisse simple. L'adosser à une habitude existante. Très bonne idée, oui. Juste après le café, pendant la pause déj. Tenir un petit journal pour voir les progrès, ça aide aussi. Et surtout, ne pas oublier de célébrer. Célébrer. Comment ça? Des petites célébrations hebdo. Juste reconnaître l'effort, le plaisir retrouvé. Faire ça pendant 4 semaines, même 10 minutes par jour, avec un petit bilan le week-end, ça rend l'intégration plus naturelle, plus joyeuse. Absolument. Et un autre point super important pour que ça dure, c'est de gérer son énergie. Consciemment, pour pas s'épuiser, même avec un truc qu'on adore. Ah oui, l'enthousiasme du début peut être un piège. Carrément. On peut avoir tendance à en faire trop. Des recherches du PMC montrent que des pauses stratégiques, c'est essentiel. Ça renouvelle la perspective, ça maintient l'envie sur le long terme. Et changer d'environnement, ça aide aussi? Oui, Red Hot Mindset suggère ça. Varier les lieux où on pratique, ça stimule la créativité, ça évite la routine qui peut lasser. David R. Smith, encore lui. Décidément. Oui, il illustre bien ça. Pendant son traitement, il s'accordait volontairement des moments pour l'art, la littérature, loin de la science, et cherchait le contact avec ses amis, ses collègues, pour échanger, sortir de sa bulle. Ses passions ne vivaient pas isolées. Non, c'est ça. Donc en pratique, ça peut être alterner les lieux de pratique chez soi, au café, dehors, planifier des jours off où on fait autre chose, continuer à échanger avec d'autres pour garder une vision fraîche. Et on intègre ça comment? On peut essayer d'intégrer consciemment 1 ou 2 jours de pause ou de variation par semaine pendant 4 à 6 semaines et juste observer comment ça affecte notre énergie, notre envie. Ça peut faire une vraie différence. Il y a un dernier point, un dernier avertissement qui revient dans plusieurs sources. Le risque que la passion, même si on est content de l'avoir retrouvée, devienne une nouvelle obligation. Une obsession même. Comment on évite ça, Evelyne? C'est le piège classique, oui. Transformer cet espace de liberté en une contrainte de plus. C'est pas le but. Non. Red Hot Mindset et Women on Top insistent là-dessus. Une passion saine, ça enrichit la vie. Ça ne la bouffe pas. L'équilibre, c'est la clé pour que ça s'intègre bien. Il y a des exemples de déséquilibre? L'étude de Harvard parle d'un étudiant en chimie.
hyper passionné, mais il était tellement à fond dans ses projets que ça nuisait à sa santé, à ses relations. Ah oui? Il a dû apprendre à lâcher un peu, à revoir ses ambitions pour préserver son bien-être général. Et il a trouvé une façon plus durable de vivre sa passion. Donc il faut rester vigilant. Comment on fait ce check-up d'équilibre? On peut se poser régulièrement quelques questions simples. Est-ce que je me repose assez? Est-ce que je prends du temps pour autre chose? Est-ce que ma passion reste connectée à mes valeurs, à un sens plus large? Ou est-ce que c'est devenu une fin en soi un peu vide? Et la question la plus importante, rappelée par Red Hot Mindset, est-ce que ça reste fun, épanouissant? Ou est-ce que ça commence à ressembler à une corvée? Exactement. Si le plaisir diminue au profit de la contrainte, c'est un signal d'alarme. Faire ce petit point chaque semaine pendant la phase d'intégration, sur 4 à 8 semaines, ça permet d'ajuster si besoin. Et de s'assurer que la passion reste une amie. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ce parcours, on voit bien ces 3 phases clés qui ressortent des sources. Oui. L'introspection d'abord, pour renouer avec soi, ses désirs, compter 1 à 2 semaines. Ensuite? L'expérimentation, plus ludique pour explorer, se connecter aux autres, trouver du sens. Ça peut prendre 2 à 4 semaines. Et enfin? L'intégration progressive, en douceur, avec des petits pas, des célébrations, et en veillant à l'équilibre. Là, on est sur 4 à 8 semaines. Ce qui nous fait un cycle total de... 7 à 14 semaines, à peu près. Oui, c'est ça. Les sources suggèrent que c'est un horizon réaliste pour poser des bases solides pour une reconnexion qui dure. Et il faut vraiment se rappeler les bénéfices. Oui, au-delà du plaisir immédiat. Exactement. On l'a vu avec les exemples de David Smith, de Nina Avir. Et c'est validé par la recherche. Ça touche au bien-être général, à la motivation profonde, à la capacité à gérer l'usure pro, les difficultés de la vie. C'est un vrai investissement sur soi, en fait. Tout à fait. Pour un épanouissement plus global. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sentent que ça résonne, qui aimeraient peut-être aller plus loin avec un cadre plus structuré, est-ce qu'il y a une piste, une ressource qui est particulièrement ressortie de nos lectures Oui, il y en a une qui revient assez souvent, mentionnée notamment par Psychology Today et Women on Top. C'est un livre qui est devenu une référence. Libérez votre créativité. Ah oui, The Artist's Way, de Julia Cameron. C'est ça. Et c'est plus qu'un livre, en fait. C'est vraiment un programme guidé sur 12 semaines. Il est conçu spécifiquement pour aider à débloquer ce qui nous empêche d'être créatifs, de nous exprimer. Et donc souvent, ce qui bloque nos passions. Il y a des outils concrets dedans. Oui, des outils assez connus et puissants. Comme les pages du matin. C'est quoi ça? C'est un exercice d'écriture libre chaque matin pour vider son esprit. Et il y a aussi les rendez-vous d'art. Ça a l'air sympa, ça. Oui, c'est un moment qu'on se réserve chaque semaine juste pour soi, pour explorer, jouer, un peu comme notre phase d'expérimentation, mais ritualisée. L'idée générale, c'est vraiment d'aider à faire de cette reconnexion pas juste un projet ponctuel, mais une façon d'être au quotidien. D'accord. Et il y avait d'autres références aussi pour ceux qui voudraient creuser? Oui, la Biblio des sources cite aussi Ken Robinson sur l'importance de trouver son élément, ou Jean-Didier Vincent qui explore les bases biologiques des passions, c'est fascinant aussi. Beaucoup de pistes, donc. Mais peut-être que l'idée essentielle à garder en tête, finalement, Oui, c'est que ce chemin vers ses passions, c'est pas une destination finale. On n'arrive pas un jour en plantant un drapeau, ça y est, j'ai trouvé ma passion pour toujours. non, c'est plus fluide que ça. C'est plutôt une exploration continue. Une invitation à rendre sa vie petit à petit plus riche, plus vibrante et plus alignée avec qui on est vraiment, au fond. Exactement, c'est un cheminement